Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là parmi nous ce soir pour notre deuxième série de conférences que nous organisons avec l'association IRIS du parcours Histoire, Relations internationales et Sciences sociales. Donc, pour ce soir, notre invité, Monsieur Huget. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Vous êtes professeur invité de Global Business School à Barcelone. Et vous étiez également ancien attaché, adjoint à l'attaché de défense aux Pays-Bas à La Haye. Et vous étiez également ancien analyste géopolitique auprès du ministère des Affaires étrangères. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous allons parler du sujet qui est assez intéressant et qui est assez vif sur les compétitions entre les États et 24 nuances de guerre. Je vous laisse la parole, Monsieur G. Nous pouvons Merci commencer. Lisa de votre deuxième invitation pour une conférence à l'université de Paul Valéry. Donc effectivement, ce soir nous allons parler des 24 nuances de guerre. C'est un titre qu'on a décidé avec vous à l'ISA quand on en a parlé. On aurait pu aussi appeler ça les guerres hybrides du futur. Et donc, vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi on parle de guerres hybrides ou pourquoi on parle de nuances de guerre. Alors, dans cette présentation, après une brève introduction sur, je dirais, réflexion sur la guerre en général et sur la puissance, nous irons en détail sur ces 24 types de guerres, de conflits différents. Ici, j'utiliserai guerre dans son sens large, donc c'est presque synonyme avec le mot conflit. Et puis, à la fin, on prendra deux exemples. J'ai pris deux exemples un peu hypothétiques de comment ça pourrait marcher en pratique. Donc voilà. Pour pas que la conférence se fasse trop longue, je pense que je ferai une petite pause au milieu en vous demandant vos questions, si vous avez des questions, pour après repartir sur la deuxième partie. En tout, la conférence devrait durer 45 minutes. Et après les 45 minutes, il y aura une séance aussi de questions. Et là, on pourra aussi proposer l'alternative aux élèves, ou bien de poser une question, enfin leur question, ou d'élaborer leur propre scénario de guerre, si vous voulez. Ça pourrait rendre l'exercice intéressant et bijectif. Donc voilà. Alors, une petite, d'abord une définition sur la guerre, vous en trouverez des tonnes sur Internet. C'est pas facile d'en trouver une bonne, qui soit pas trop longue et qui soit quand même et qui explique ce que c'est. Moi, j'ai retenu celle-là, donc dans un sens large, la guerre, le conflit, c'est le combat entre deux forces opposées pour un but particulier. On peut aussi mettre en parallèle les deux forces avec deux volontés, d'accord? Et dans le but d'augmenter la puissance de l'une des forces ou des deux volontés par rapport à l'autre. Alors aussi, on pourrait, dans cette introduction, se poser la question du pourquoi des guerres? Finalement, pourquoi ne vit-on pas en parfaite harmonie? Pourquoi l'histoire humaine est émaillée de guerres? Alors, c'est une question pas facile. J'évoquerai simplement trois explications. Une explication qui est simplement, je dirais, descriptive et qui est historique. Et si vous remontez depuis le début de la civilisation sédentaire humaine, l'invention de l'agriculture, c'est moins 4000 avant Jésus-Christ, ou moins 5000. Depuis les Babyloniens, les Sumériens, les Égyptiens, on a des guerres. Voilà. Il y a une explication biologique, d'une certaine manière, si vous acceptez cet argument. Si vous êtes darwiniste et vous acceptez qu'il y a une très très grande, je dirais, ressemblance entre l'homme et le chimpanzé, eh bien, il est forcé de constater qu'on trouve des guerres chez les chimpanzés. Des guerres qui se manifestent de la manière suivante: c'est un groupe de chimpanzés qui attaque l'autre groupe de chimpanzés, qui tue tous les mâles,
essentiellement, et qui capte les femelles. Donc c'est un petit peu, si vous vous souvenez du mythe des Sabines de la Rome antique, c'est un peu l'idée. On vole les femelles de l'autre groupe. Et alors, justement, juste pour sourire un petit peu, je souligne que nos autres cousins, les bonobos, eux, par contre, résolvent leurs conflits de manière pacifique et ludique. Il n'y a pas de guerre chez les bonobos. Donc, il semblerait qu'on ressemble plus aux chimpanzés qu'aux bonobos. Et puis, il y a une troisième explication que moi j'appelle l'explication essentialiste, on pourrait dire peut-être réaliste si vous voulez. C'est un peu l'idée de pourquoi est-ce qu'il y a des gros poissons. Les gros poissons deviennent plus gros pour être de moins en moins une proie de leur père et pour être eux-mêmes en capacité de prédation par rapport aux poissons plus petits. C'est un peu le même syndrome qu'à l'école. Quand vous êtes petit et chétif, on vous attaque plus facilement quand vous êtes grand et costaud. Et quand vous êtes grand et costaud, non seulement on ne vous attaque pas, mais en plus, vous avez l'occasion peut-être plus facilement, sûrement d'ailleurs, d'attaquer les autres. Ça, c'est du pur réalisme, je dirais, en relations internationales. Alors, une fois qu'on a parlé rapidement de ces explications de pourquoi la guerre, et on a expliqué que c'était pour augmenter la puissance. Alors là, la question est un peu plus compliquée parce que vous verrez que les critères de maximisation de puissance sont très divers. Et après, on aura un problème éventuellement pour les classifier. Alors, je vais les citer rapidement. Comment mesurer la puissance? Vous avez bien sûr l'armée, sa taille, son entraînement, son commandement, sa technologie. Vous avez l'économie, sa taille, sa croissance, la force, la solidité de son outil industriel, sa technologie, si vous voulez aussi, la diplomatie d'un pays, la capacité à forger de fortes alliances d'un pays, la démographie d'un pays, donc la taille, mais l'âge aussi, donc moyen, le niveau d'éducation. Vous avez les ressources naturelles, pétrole, gaz, métaux rares, j'entends, argent, or, même eau, hein, dans le futur. La géographie, alors moi je me rappelle, Obama avait dit que la Russie était une puissance régionale et je trouvais que c'était un peu un impensé géopolitique parce que la Russie a une géographie qui l'amène à avoir des frontières d'un côté avec la Norvège et de l'autre côté avec le Japon. Alors oui, on peut appeler ça une puissance régionale, mais sacrée région quand même, hein, c'est une méga région. Hein. Donc, là, ce qui sort la Russie de beaucoup de problèmes géopolitiques, c'est sa géographie, hein, puisque économiquement, la Russie est à peu près au niveau de l'Espagne. Pour un pays de 144 millions d'habitants, c'est très faible. Il y a aussi le poids d'un pays aujourd'hui dans un monde globalisé, le poids dans le système financier, donc l'importance d'avoir Wall Street chez soi ou la City ou le Nasdaq. Puis le niveau technologique d'un pays donc militaire et civil. Alors ça, j'ai un petit peu défini ce qu'on appelle le hard power en anglais. On pourrait ajouter après le soft power, qui est la culture et la langue. Les Français, on essaye vraiment, par exemple, à travers la francophonie, on crée un espace un petit peu commun de valeurs, notamment en Afrique. Vous avez le poids d'un pays dans la diplomatie multilatérale, l'ONU par exemple, ou l'OMC, ou ou l'OMS, on a parlé récemment pour la santé et les médicaments. Donc ça, c'est aussi un élément de soft power. Et l'éducation, j'ai noté, si vous avez un pays qui attire des centaines de milliers d'étudiants par an chez vous, comme à Stanford ou à MIT ou à Harvard ou à Oxford, à Cambridge, un peu moins à la Sorbonne, eh bien, ça fait partie du soft power. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faudrait modéliser la puissance de chaque pays. Là, c'est compliqué. Je dirais, vous n'aurez pas de spécialistes nécessairement qui seraient d'accord à 100%. Mais je pense qu'ils seraient d'accord en tout cas sur la pondération, j'entends. Mais sur les critères, je pense qu'on serait assez d'accord. Alors, voilà, c'en est fait de la
l'introduction. Maintenant, pour commencer la conférence vraiment dans son plein, donc je me suis basé essentiellement sur les travaux de deux stratèges chinois de l'armée de l'air, Piao Liang et Wang Jiangxi. Alors, je sais qu'Alissa pourrait prononcer mieux ça que moi parce qu'elle parle chinois. Qiao Liang. Voilà, et Wang Jiangxi. Et je vais visionner. Wang Xiangsui et Voilà. Qiao Liang. Voilà. Voilà, les deux stratèges. Donc ils ont effectivement un peu révolutionné les affaires militaires en expliquant que c'était un peu fini ces histoires européennes de clausewitziennes, si vous voulez, hein, de guerre totale. En tout cas, de guerre totale dans le sens où on a une montée aux extrêmes et où tout se joue sur le champ de bataille ou les champs de bataille, et donc tout à fait de manière militarisée et donc avec des exemples napoléoniens, avec l'exemple de la Première Guerre mondiale qui a été extrêmement gourmande en pertes humaines, et la seconde de même. Donc eux nous disent non, finalement au XXIe siècle ça ne va pas être ça. Le paradigme a changé. Et alors, je vous laisse réfléchir un peu dans votre coin. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut vraiment faire changer ce paradigme, d'un paradigme de montée aux extrêmes de Clausewitz à quelque chose d'autre? Alors, si vous, je vous laisse une minute de plus pour réfléchir sur ce sujet-là. L'idée est un petit peu paradoxale. L'idée est que finalement, l'arme nucléaire, qui est absolument terrible, terrifiante, c'est qu'on ne gagne pas une guerre nucléaire. Donc ça, on savait d'une certaine manière avec ce qui s'est passé entre la guerre froide entre les Soviétiques et les Américains. Mais là, c'est vraiment très clair que ça ne va pas par là. C'est-à-dire que quand les intérêts vitaux d'un pays sont vraiment menacés par une invasion, eh bien, les grands pays ont l'arme nucléaire, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre, enfin, le Royaume-Uni, la France, et de manière non officielle, Israël. Les Japonais peuvent l'avoir en 2 semaines, les Allemands aussi. Donc finalement, tout ça, ça nous mène à repenser complètement la guerre, et finalement à nous remettre dans un paradigme qui était très ancien dans la pensée orientale, et ceux qui ont fait histoire militaire le savent aussi bien que moi, de Sun Tzu, donc ce stratège, je crois qu'il est moins 200, moins 250 avant Jésus-Christ, donc c'est quand même très très vieux, et finalement qui dit l'idéal d'une guerre, c'est pas de la faire et de la gagner, c'est de tout mettre en œuvre pour démoraliser l'adversaire et ne pas avoir à combattre. Donc c'est complètement opposé à l'intuition finalement de Clausewitz. Alors là, je pense qu'on est arrivé à un moment où, Alissa, vous pouvez montrer le tableau donc, de ces deux stratèges qui ont classifié les types, si vous voulez, de conflits, de guerres en 3 familles. En 3 familles. Et dans ces 3 familles, ils ont mis de mémoire 7 ou 8 types de conflits. Et donc, ils ont séparé ça en une famille, si vous voulez, purement militaire. Donc, on ira assez vite là-dessus parce que je crois que c'est ce qu'on connaît le mieux. Une partie supramilitaire, et donc déjà, ça nous interpelle qu'est-ce qu'il veut dire par supramilitaire. Et après, par des guerres non militaires. Ça pourrait paraître un oxymore de dire comment est-ce qu'une guerre peut être non militaire ou un conflit non militaire. Donc voilà, ça c'est ce à quoi on va s'attacher avec vous pour le reste de cette conférence. Alors, commençons par
On peut retirer donc le tableau puisque tout le monde l'a et on le verra mieux. Donc, juste une question, Alissa. Comment est-ce que vous voyez les gens? Parce que je vous vois très petit, moi. Comment est-ce que les gens nous voient? En fait, vous êtes sur le grand écran D'accord. et Et moi, vous? moi, j'ai un petit écran, moi. D'accord, moi je vois totalement différent. Enfin, je vois même quelqu'un qui est apparemment un général allemand comme avatar. Je crois que c'est Tom. Il nous expliquera, ou un britannique peut-être. Un britannique. Donc, rapidement sur les conflits militaires. Donc, la première, on a évoqué, c'est la guerre nucléaire. Alors, on la connaît très bien dans le sens stratégique, où on fait tout sauter de tous les côtés. Mais il y a aussi une évolution depuis les années 70 sur les vecteurs tactiques et qui pourraient finalement s'utiliser non pas pour faire sauter des villes ou des pays, mais pour viser des divisions sur le terrain, des chaînes logistiques ou des quartiers et quartiers généraux sur le terrain aussi. Donc ça donne une flexibilité dans son utilisation, mais ça n'a jamais été fait jusqu'à présent de toute façon, mais enfin bon, ça pourrait exister. Deuxièmement, la guerre conventionnelle, alors c'est pas la peine de s'étendre, mais on en parlait tout à l'heure, la guerre napoléonienne, on pourrait parler d'Austerlitz ou de Iéna notamment, la Première Guerre mondiale, et la Deuxième Guerre mondiale et la Corée. Donc je ne m'étends pas plus que ça. Troisièmement, la guerre biochimique. Alors les historiens le sauront, la première fois qu'en Europe, on a eu droit à une guerre, une utilisation de produits chimiques, de gaz chimiques, c'était à Ypres en 1915, donc en Belgique. Et de manière plus récente, on a utilisé le gaz sarin à Tokyo, et là, pas par un État, mais par une secte, plus ou moins. Donc, dans cette conception des guerres, vous verrez que la frontière étatique-non étatique a tendance à aussi disparaître. On peut imaginer des ennemis qui ne sont pas des États. Vous avez justement des sectes ou on verra plus tard des groupes financiers, par exemple. Guerre écologique, alors je n'ai pas un exemple dans le passé si clair que ça, mais pensez à un pays notamment comme l'Égypte, dont finalement, tout le vivre ensemble est basé sur une vallée du Nil fertile. Il suffirait en amont d'avoir un État qui décide de fermer avec des barrages le Nil pour créer de problèmes extrêmement difficiles à résoudre pour l'Égypte. Alors, dans la guerre écologique, nos stratèges parlent aussi de créer de la pollution chez le voisin et de manière générale de faire écrouler les écosystèmes. La guerre spatiale, alors ça je voudrais bien m'y attacher un petit peu, parce que ça va être de plus en plus ce qui va se passer à l'avenir. On a eu récemment des soupçons de satellites russes qui auraient plus ou moins entravé des satellites français. Bon, sans mettre la critique sur les Russes, ça pourrait aussi marcher dans l'autre sens. Donc on peut, avec ça, même aveugler complètement le GPS sur Terre, empêcher les modes de paiement quand vous êtes au supermarché, puisque beaucoup de ces paiements passent aussi par un satellite. Vous avez aussi la possibilité, dans cette guerre spatiale, on va parler de ce projet chinois de revenir sur la Lune et de finalement exploiter les minerais lunaire. Donc, on peut imaginer effectivement qu'on ait une sorte de guerre pour d'abord contrôler, je dirais, l'espace satellitaire et contrôler effectivement ce qui se passe sur Terre ou aveugler. Et bien, de l'autre côté, donc, un combat pour contrôler la Lune et puis probablement ensuite Mars. Donc ça, on est sûr que les conflits spatiaux vont de plus en plus. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'ère du temps. Les États-Unis, sous Trump, ont créé une force spatiale.
La France a créé une front spatiale. Je suis sûr que les Chinois et les Russes ont fait de même. Donc, c'est un petit peu comme, si vous vous souvenez, la création des forces aériennes, je crois que c'était en 1916, dans la Première Guerre mondiale. Au départ, c'était des petits avions de reconnaissance qui appartenaient à l'armée de terre. Et ensuite, une force aérienne a été créée. Et aujourd'hui, on ne conçoit pas un conflit conventionnel sans un appui très fort aérien. Bref, je vais assez vite. La guerre électronique, c'est-à-dire brouiller les messages radio et guidage éventuellement de missiles de vos ennemis. Alors, brouillage et contre-brouillage. Et je vais aller rapidement sur la guerre de terroristes et partisans. On a dit qu'ici, on parlait de guerre non pas forcément étatique, c'est le cas dans le terroriste et partisans. Je veux juste vous faire mettre le doigt dessus que terroristes et partisans, c'est la même chose, simplement du côté différent de la barrière. Pour la Wehrmacht allemande, les résistants, c'était des terroristes. D'accord. Pour l'armée française en Algérie, les FNL, c'était le terroriste. Quand ils ont gagné leur indépendance, ils ont arrêté les terroristes, ils sont devenus effectivement le Front national d'indépendance, de libération, excusez-moi. Donc, tout ça pour dire que le mot terroriste est quand même assez mal défini et assez peu clair. Bon. Combien de minutes on a fait, Alissa, là? À peu près 15 minutes. Oui. Donc, on peut continuer donc sur la deuxième partie, je pense, qui est supramilitaire. Et ça, pour montrer que dans cette conception donc des nuances de guerre ou de guerre hybride, on n'est pas nécessairement en guerre réelle avec ces gens-là. Par exemple, si je vous dis la guerre diplomatique, vous vous souviendrez probablement, en 2004, la France n'était pas du tout pour la guerre en Irak, la deuxième guerre en Irak. Et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dominique de Villepin, a fait toute une tournée en Afrique pour convaincre les États africains de ne pas voter pour cette guerre en Irak au Conseil des Nations Unies. C'est bien une guerre diplomatique qu'il y a eu là entre la France et les États-Unis, entre alliés. Et le reste, on a continué à commercer, on a continué à voyager, mais c'était quand même une guerre diplomatique. Donc c'est ça qu'il faut noter, c'est le mix entre, au possible d'ailleurs, entre conflit, guerre même, et coopération d'autre part. La deuxième guerre est aussi extrêmement importante et qui sera de plus en plus importante dans le futur. C'est ce qu'ils appellent la guerre du réseau, c'est-à-dire le contrôle de tout ce qui est 4G, 5G, les clouds, dans le futur l'Internet des objets, Big Data, et les câbles sous-marins qui aident Internet. Si vous contrôlez ça, évidemment, vous pouvez contrôler ce qu'il y a, le hardware, si vous voulez. Vous pouvez aussi contrôler le software. Donc là, on voit bien que l'Europe était très, très en retard par rapport aux Américains qui ont les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook et autres, et les Chinois, Alibaba, Huawei et compagnie. Donc là, on prend un sérieux retard à ne pas avoir de contrôle sur les réseaux. Je crois qu'on attribue une citation à Vladimir Poutine, alors je ne suis pas du tout idolâtre, mais qui aurait dit « Celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle dominera le monde ». C'est assez intéressant. Et c'est un peu dans cette idée-là, finalement. Hein. C'est que là se joue le monde de demain, et c'est là qu'il faut voir des bigs, sinon on va être totalement laissé pour compte. Le troisième type de conflit, c'est la guerre du renseignement. Alors elle est extrêmement vieille, hein, depuis que le monde est monde, il y a des espions, si vous voulez. J'aurais dû juste donner jusqu'à quel point elle peut être très, très avoir des effets extrêmes. Vous vous souviendrez probablement de ce Britannique Alan Turing qui a décodé avec le premier ordinateur la machine allemande Enigma qui chiffrait, déchiffrait tous les messages. Et
vous comprenez bien que si vous avez tout, les Allemands n'ont jamais su ça, et donc vous comprenez bien, c'est convaincu que Enigma était inviolable, et si vous savez les mouvements de troupes de l'ennemi, vous pouvez être sûr que vous avez la meilleure parade possible. Et je crois que certaines personnes sont allées aussi loin de dire que Alan Turing a sauvé à peu près 200 ou 300 000 vies alliées. Pour ceux qui aiment un peu les séries, je recommande le Bureau des légendes, hein, qui est quand même extrêmement bien renseigné sur comment fonctionne le renseignement réellement. Sur le supramilitaire, la guerre psychologique est absolument fondamentale aussi. Il s'agit de propagande et désinformation, encore une fois, pour démoraliser l'ennemi. La façon la plus basique avec laquelle on peut se la représenter, imaginez-vous, vous avez probablement vu ça aussi dans les films, où il y a des soldats qui se battent et tout d'un coup, il y a ou bien un ennemi qui, au lieu de larguer des bombes, largue des tracts, ou alors vous avez un haut-parleur qui dit rendez-vous, de toute façon, votre système est corrompu, on vous traitera bien et on n'a rien contre vous. Donc tout ça, c'est la base de la guerre psychologique. Bien évidemment, on peut faire ça beaucoup plus fin. En tant qu'un État, on peut pénétrer un État voisin, ou un État en tout cas qu'on estime ennemi, et prendre le contrôle en corrompant des généraux, des journalistes, des philosophes, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, des gens qui pourraient donc parler bien de votre pays et éventuellement mal du pays actuel. Donc voilà, ça c'est la guerre psychologique. La guerre technologique, on en parle un tout petit peu quand on parle de la guerre du réseau notamment, hein, et tout au début sur des outils de puissance. Juste un exemple quand même qui est quand même très parlant. L'Union soviétique s'est effondrée en grande partie parce que les États-Unis les ont emmenés sur cette idée de la guerre des étoiles, Star Wars, de Ronald Reagan, mais c'était plus un bluff qu'autre chose. Mais l'idée, c'était de faire que l'Union soviétique dédie une partie bien trop élevée de son budget national à la défense. Les États-Unis, avec peut-être 3 ou 4%, ils avaient largement de quoi faire. L'Union soviétique a été, je crois, c'était à 15 ou 20%, donc ça devient absolument intenable. Donc là, il y a je crois, on peut noter ça comme ça. La guerre de contrebande, ça peut paraître absolument anecdotique aujourd'hui, mais gardons. Oui, anecdotique, parce qu'il faudrait allier ça avec d'autres mesures, mais imaginez effectivement que vous arrivez à. L'État reçoit beaucoup de financement, reçoit beaucoup d'impôts par rapport à tout ce qui est boissons, tout ce qui est alcoolisé, bien sûr, cigarettes, etc. Si vous arrivez à envahir l'État de produits de contrebande, vous privez l'État en question de mesures, enfin de ressources financières et d'impôts, et vous l'affaiblissez. Voilà, je crois qu'il faut retenir ça. Guerre de la drogue, ça peut paraître aussi anecdotique, mais rappelez-vous, les historiens le sauront, hein, qu'il y a eu en Chine 2 guerres de l'opium. L'Empire britannique voulait forcer absolument l'entrée de la Chine pour écouler son opium, ce qui avait la chance aussi, la chance, de façon un peu cynique, enfin, il avait pour but aussi de rendre sans volonté les Chinois face à l'Empire britannique. Les Anglais s'en souviennent peut-être pas beaucoup, les Chinois n'ont pas oublié. Aussi, hein, je prends vu au Vietnam, en Afghanistan, des trafics de drogue, que ce soit de la cocaïne, soit du hashish ou autre, qui étaient souvent donnés par l'ennemi même, dans l'idée d'affaiblir les soldats américains. Donc voilà, pour terminer sur la partie supramilitaire, on doit mentionner la guerre virtuelle,
c'est-à-dire la dissuasion, moi j'en vois deux sous-parties. C'est-à-dire c'est un état de paix armée, si vous voulez. Donc, si vous regardez un peu la situation d'Israël, Israël est un pays effectivement en paix, à peu près en paix avec ses voisins, depuis en tout cas la guerre du Kippour, mais qui, pour ce faire, doit être en état d'alerte maximale. Ce n'est pas un hasard que le Mossad est l'un des meilleurs services secrets du monde. Le service national est au moins, je pense, c'est 2 ou 3 ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Si vous voulez, on appelle souvent, je pense à raison, l'Israël un état garnison. Ils ont besoin de maintenir cet état d'alerte pour ne pas être pris par surprise une fois plus. Et puis, on peut citer aussi la dissuasion nucléaire française, donc c'est-à-dire, voilà, l'idée, c'est de ne pas l'utiliser du tout, et de dire, voilà, nous, on dispose de l'arme nucléaire, on l'utiliserait qu'en dernier recours, que si nos intérêts suprêmes étaient mis en jeu, mais l'idée de se dire même à un grand État, si vous nous attaquez, ben, vous serez vitrifié. Donc voilà. Je crois qu'on a fait les deux premiers. C'est un bon moment pour faire une pause avant une pause question avant de passer au troisième et dernier pilier. Je vous laisse la parole. Très bien. En fait, on a déjà eu une question qui vient de Fatnassi et il vous pose la question. La guerre de ressources, c'est la guerre déclenchée pour s'emparer des ressources naturelles des autres pays? Ouais. Ouais. Ouais, récemment, je lisais que les Américains étaient extrêmement préoccupés que 80% des métaux, enfin non, des terres rares dont ils ont besoin pour leurs semi-conducteurs, notamment, et sans semi-conducteurs, plus rien ne marche dans la société digitale dans laquelle nous sommes, viennent de Chine. C'est-à-dire que les Chinois ou bien produisent ces terres, ou bien les importent pour après les réexporter. Mais si vous êtes en situation délicate avec la Chine, et c'est le cas aujourd'hui, vous essaierez quand même de limiter tout effet de dépendance. Et ça, c'est effectivement préoccupant. Et de manière générale, oui, les ressources, c'est la guerre des ressources, c'est ça. Plus classiquement, c'était la guerre pour le pétrole, pour s'assurer effectivement du pétrole pas cher, notamment au Moyen-Orient. On peut voir la guerre d'Irak, la deuxième, hein, pas la première. La première, on peut la voir sous cet angle. Oui, tout à fait. Mais les ressources, ça va être l'eau demain. Ça va être l'eau. Il faut faire attention que ce n'est pas fixé, ces ressources. Ça peut être très, très varié. Oui, une autre question? Merci. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre la parole et poser les questions par je viens poser à Tom la question, qui c'est ce général sur son avatar? C'est un Anglais? Est-ce qu'il est là, Tom? Ah, apparemment, il vous a posé une question en privé, c'est ça? Non, seulement il a un avatar avec un général, et je ne sais pas lequel c'est. Ah, ah oui, c'est vrai. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, Oui, moi j'ai une question aussi. oui. Mais du coup, en fait, j'aimerais savoir pourquoi tous ces types de guerres existent malgré l'existence du coup de l'Organisation des Nations Unies qui est censée instaurer la paix dans le monde, en fait. Ben oui, Parce qu'elle mais existe depuis longtemps, l'Organisation des Nations Unies. Elle date pas d'hier, quoi. oui, vous avez tout à fait raison. Je vous répondrai que l'ONU fait ce qu'elle peut. Fait ce qu'elle peut, mais si vous avez qui sont les instances qui décident à l'ONU in fine, c'est le Conseil de sécurité. C'est-à-dire, c'est les 5 membres permanents, c'est les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Si les 5 sont d'accord, eh ben, ça se déroule. Le problème, c'est que si vous avez entre ces 5 des conflits géopolitiques, et c'est le cas, ils ne se mettent pas d'accord. Et s'ils ne se mettent pas d'accord, l'ONU ne peut pas trancher, puisque au Conseil de sécurité, les décisions doivent être unanimes. On ne vit pas dans un super État qui décide au-dessus des États. Il faut bien comprendre ça. Il n'y a personne au-dessus des États. L'ONU, c'est un collectif d'États
mais ça marche que par unanimité. Alors, on peut le déplorer, hein, mais c'est comme ça. Donc finalement, l'Organisation des Nations Unies, elle n'est pas placée au sommet, quoi. C'est-à-dire… Au sommet, dans le sens, elle peut pas être en contradiction avec l'un de ses membres clés, de ses 5 membres. Elle peut que faire le médiateur par rapport à ça. Parce que si vous aviez ce que vous dites, finalement, la personne qui est président de l'ONU, c'est le président du monde. Or, ce n'est pas le cas. Ok. Je croyais que son pouvoir, il était beaucoup plus important finalement. Non, il est malheureux. Je ne veux pas être méchant, mais vous avez vu les profils qu'on a envoyés là-bas, c'est tous des médiateurs, alors des diplomates, etc. Mais il n'y a pas, c'est pas des profils, je ne veux pas dire ça, pas des gens durs, quoi. C'est plutôt des négociateurs, des médiateurs, pas des décisionnaires durs. Hein, voilà. Bonne question. Encore? On en prend une ou deux encore? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Alors, c'est Zachary qui parle? Oui, c'est Zachary. Enchanté, Zachary. Enchanté monsieur, et merci de m'avoir donné la parole. Et j'aimerais juste faire une petite récapitulative par rapport à la définition de la guerre que vous avez donnée. Vous avez dit que la guerre est un combat entre deux forces opposées dont le but est d'augmenter la puissance de l'un au détriment de l'autre. Oui, j'ai pris celle-là, on peut discuter, hein. Il n'y a pas forcément la seule. Hein. Vous dites? Je dis que j'ai pris cette définition-là, vous en trouverez d'autres sur Internet. Sûr, oui, tout à fait, je suis d'accord. Et ce que j'aimerais demander, c'est que quand vous avez parlé de guerre des ressources, par exemple. Oui. On prend un État qui, à l'intérieur de cet État, est-ce qu'on peut appeler ça une guerre du moment où il y a une tension entre une organisation criminelle, par exemple, je vais faire appel au DERG, par exemple, dans la guerre de l'Ogaden. Est-ce qu'on peut dire que c'est une guerre que l'État contre l'État légitime, il mène contre un État qui se dit être légitime, en fait? Juste pour être sûr, vous vous référez à l'Algérie, là, ou pas? L'Algérie? Non. Dans quel pays? Je n'ai pas entendu quel pays. L'Ogaden. L'Ogaden. Ouais, oui, de toute façon, ces stratèges chinois ne partent pas de la base que la guerre est étatique. C'est-à-dire tout ce qui est une menace pour, je dirais, leur pays ou un pays déterminé peut être défini comme guerre. Je vais même plus loin, je sors un petit peu des ressources. Pour ces stratèges, donc chinois, des spéculateurs financiers qui viennent jouer sur les monnaies, faire perdre la valeur à une monnaie, ils jouent in fine pas seulement contre les États, ils jouent contre les économies des gens et contre la vie des gens. Et pour eux, ces spéculateurs financiers sont dans la menace de la guerre financière. Donc oui, étatique ou pas étatique. Et là, la question, c'est où est-ce que vous tirez la ligne? Et elle n'est pas si simple que ça. Mais dans un cas, vous avez une guerre interne à un pays, d'habitude, vous appelez ça ou des rebelles, ou des terroristes, ou des indépendantistes. Finalement, après, ça, c'est une question de sensibilité presque. C'est tout à fait une guerre. C'est une guerre que j'avais noté, moi, dans le tableau, de partisans ou de terrorisme. Oui, tout à fait. D'accord, merci. Et pour finir, j'ai juste une dernière question. Comment est-ce qu'on peut appeler la tension qu'il y a entre aujourd'hui la Turquie et la France? Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une guerre économique ou on fait référence aussi au canal de Suez qui est une partie importante pour la Turquie et que la France elle ne veut pas laisser? Et aujourd'hui déjà, on a une intervention militaire des deux côtés. Et j'aimerais savoir comment on peut appeler ces interventions. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la France ou la Turquie vont d'une manière ou d'une autre se faire bientôt la guerre, ou je m'interroge à ce sujet? C'est une excellentissime question. Je propose de la laisser pour la fin, celle-là, parce qu'on va donner des éléments de réponse un petit peu dans la fin de la conversation. Mais j'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup cette question. Merci. Je propose qu'on continue, Alissa. Oui, pour l'instant, il y a
plus de questions. Si vous souhaitez encore prendre la parole, il n'y a pas de souci. Oui, alors oui, Sinon, qu'est-ce que vous on pensez? va continuer. On prend encore une question ou quoi? Qu'est-ce que vous pensez, Alice? Là, dans le chat, il n'y a pas de questions. Bon, Je pense qu'on va alors, continuer continue. comme ça. Oui. Bon, alors, c'est très bien, on a fait cette petite pause là dans notre conversation. Le troisième pilier donc, de ce tableau, c'est ce qu'on appelle les guerres non militaires. Alors, quelles sont-elles? On va le voir. Alors, on en parlait un petit peu justement avec Zachary. Une de ces guerres clés, c'est la guerre financière. Et elle est possible, cette guerre financière, parce que nous vivons dans un monde globalisé avec des échanges commerciaux globalisés, mais surtout des échanges financiers globalisés. Rappelez-vous, comme par exemple la crise des subprimes, je ne dis pas que c'était une guerre, hein, qui a commencé aux États-Unis avec des produits financiarisés sur des très mauvaises dettes immobilières, comment ça a pourri toute la planète. On n'avait rien à voir là-dedans. Pourtant, on a comme disent les jeunes, on a pris cher. Donc la guerre financière, si on instrumentalise ça, ça peut être absolument terrible. Alors, comment vous pouvez faire ça? Vous pouvez attaquer les devises, faire couler une devise. Donc, vous vendez cette devise, vous accumulez beaucoup de cette devise-là, et après, vous la vendez. Et en la vendant massivement, vous faites baisser son cours. Et vous obligez la banque de ce pays-là à racheter. Mais si vous avez la main plus longue que celle de votre ennemi, alors là, il aura des problèmes avec sa monnaie. Vous pouvez aussi faire chuter des entreprises clés, du Dow Jones ou du Nasdaq ou du Wall Street, de la City. Alors, vous le faites un peu avec une idée, vous avez énormément d'actions qu'après vous vendez brutalement. Voilà. Après, il y a des trucs plus compliqués, vous pouvez faire des ventes inversées. Enfin, il y a des manières un peu plus compliquées de faire ça, mais l'idée reste la même. Ou par désinformation. Donc là, vous serez en train de combiner presque la guerre psychologique et la guerre financière. Par exemple, si vous commencez à publier des fausses nouvelles sur Pourris ou Apple ou sur Tesla, mais qui soient prises pour des vraies nouvelles, donc dans des vrais outlets d'information, vous pouvez aussi couler complètement des entreprises fondamentales du pays en question. Donc ça moi, je considère que c'est un instrument extrêmement efficace, extrêmement dangereux. Si on passe au deuxième point, les guerres commerciales, alors vous voyez que vous n'avez pas besoin d'être en guerre physique, hein. Même à la limite, ça pourrait presque être sans que l'adversaire le sache tout de suite. Et que quand il le sait, c'est déjà trop tard. Les guerres commerciales, j'ai un bon exemple là-dessus puisque je travaillais chez Airbus pendant une dizaine d'années. Les guerres commerciales, donc à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, entre Airbus pour subvention de Boeing et subvention d'Airbus. Ça fait 20 ans que ça dure, ça va durer au moins autant 20 ans, et chacun essaie de prendre un avantage par rapport à ça. Le troisième point, c'est la guerre des ressources. Alors déjà, 2 personnes ont fait des questions sur la guerre des ressources. Je vois que ça intéresse beaucoup. Je vais donc assez rapidement. Je nomme les principales, le pétrole, le gaz, les métaux rares, l'eau aussi, l'or, l'argent, des choses comme ça. Hein. Mais s'il y a des questions, on y reviendra. La guerre d'aide économique est assez intéressante parce qu'elle n'est pas évidente. La guerre d'aide économique, c'est que vous avez un pays qui est assez mal en point, je dirais financièrement, qui a peut-être une grosse dette qu'il n'arrive pas à payer. Comme il n'arrive pas à payer sa dette, il n'arrive pas à dédier une partie importante de son budget pour l'éducation, pour la défense, pour les infrastructures, etc. Et vous dites, pas de problème, je t'aide, je te paye la dette ou je te pardonne la dette, si c'est toi qui es la si tu es la puissance qui détient sa dette. Le problème, c'est que tu as le risque, si tu es en pays qui reçoit cette aide, si c'est un pays qui te l'offre, donc la dépendance est maximale, la dette est payée certes, ou pardonnée, mais le pays en question dit « Ok, c'est bien, mais maintenant, au niveau politique international,
Tu fais ça, ça et ça. Parce que moi, en tout cas, tu ne critiques pas ce que je fais déjà pour commencer, puisque je t'ai payé la dette. Donc, ça ne se fait pas de critiquer quelqu'un qui t'aide financièrement. Donc, on voit bien que ça, il y a le piège de l'aide économique. La guerre réglementaire, c'est comment des pays se font la guerre, entre guillemets, par les instances multilatérales, par l'ONU, par l'OTAN, par l'OMC, par l'ASEAN en Asie et autres. Donc, on voit bien, là, je réponds un tout petit peu à la question qui m'était faite sur la Turquie, qu'on peut très bien imaginer qu'aujourd'hui, la France et la Turquie, à travers l'OTAN et à travers l'ONU, se pourrissent l'un l'autre. Donc, la France et la Turquie, je pourrais dire actuellement, on pourrait après parler du futur de ça, mais actuellement, on pourrait dire oui, la France et la Turquie sont en guerre réglementaire. Je pense que personne ne nous reprendrait si on disait ça. Guerre de sanctions, alors ça c'est archi connu, hein, avec la Russie et l'Iran. Alors ce qui est peut-être moins connu, les gens savent peut-être moins, c'est que les sanctions, c'est des sanctions économiques. Donc vous touchez des secteurs agricoles, industriels, technologiques, etc. Le pays, quand il est assez fort, il vous renvoie des contre-sanctions, hein, histoire que ça soit à peu près équilibré. Mais il y a aussi, alors, on se pose la question de est-ce que ça a vraiment un impact sur le régime ou pas, et les réponses des académiques et des diplomates sont assez variées et pas évidentes, que ça a vraiment un effet. Par contre, il y a aussi les sanctions sur les personnes proches du régime. Alors là, vous empêchez ces personnes-là de venir en Europe ou aux États-Unis. Éventuellement, vous gelez leurs avoirs dans les grandes banques occidentales. Et ça, c'est une autre idée de sanction. La guerre médiatique. Alors, la guerre médiatique, en général, elle n'existe pas s'il n'y a pas autre chose avec. Ça n'a pas grand sens sinon. La guerre médiatique, je reprends l'exemple que j'avais, moi, de notre guerre diplomatique entre la France et les États-Unis. Vous vous souvenez, pour l'Irak en 2004. Eh bien, la guerre médiatique suffirait à faire du French bashing. Hein, c'est quoi les self-capitulating, cheese-eating monkeys, un truc comme ça. Donc, ça, c'est la guerre médiatique. C'est la mise en musique, finalement, de d'autres guerres. Et la dernière guerre, c'est la guerre idéologique. Et là, on peut très bien le voir quand on a d'un côté des démocraties parlementaires et de l'autre des régimes qui sont pas non libéraux, donc par exemple la France et la Chine, pour ne mentionner qu'elles. On peut très bien avoir une guerre idéologique dans tout ce qui est les instances réglementaires ou même dans les revues académiques de sciences politiques et relations internationales sur en quoi le régime démocratique français serait décrépit, par exemple, et en quoi le régime soutenu par un parti extrêmement brillant est en fait le meilleur des systèmes politiques possibles. On peut voir très bien que cette guerre idéologique, elle marche très bien aussi avec la guerre psychologique. Plus vous prenez l'ascendant idéologiquement, et plus c'est facile psychologiquement de conquérir des places d'influence des personnes. Donc, par exemple, plus l'Union soviétique allait mal dans les années 70, 80, et plus les rouages de l'économie étaient brisés, en tout cas grippés, et plus c'était facile idéologiquement de capter des soviétiques prêts à collaborer avec l'Ouest et essentiellement les États-Unis, parce qu'ils voulaient changer de système. Donc, on peut lier la guerre idéologique, psychologique et médiatique. Ça va bien ensemble. Donc, là, si vous voulez, on a fait le tour des 24 nuances de guerre. Alissa, combien de temps nous reste-t-il? Je ne vous entends pas, Alissa. 10 minutes à peu près. Ouais, 10 super. minutes, oui, voilà. Bon, je vais aller assez rapidement, mais ça me va bien. Si vous voulez, on a fait maintenant le parcours intellectuel sur les 24 nuances de guerre. J'aurais dû commencer par là, mais imaginez que c'est un petit peu, alors, ou la boîte à outils de l'apprenti sorcier, ou c'est la table de disc-jockey. Je pense que comme vous, comme moi, vous avez plus vu de table de disc-jockey que de boîte à outils.
Imaginez-vous la table de 10 jockeys où chacun met sa petite nuance de guerre où il veut bien pour arriver à ses fins. Donc, je vous ai concocté 2 petits scénarios. Et vous pourrez me dire, par exemple, quel pays ça représente. Ça pourrait être un exercice. Alors, imaginez-vous, vous êtes dans une situation. Alors, premièrement, vous déclenchez une guerre commerciale et vous déclenchez une guerre de la drogue, d'accord, chez votre adversaire. Ensuite, vous déclenchez la guerre idéologique plus la guerre psychologique. Et rajoutez même pour la bonne truc, la guerre médiatique. Comme ça, vous avez la totale. Vous mettez le renseignement à fond sur ce pays pour capter effectivement des gens qui voudraient travailler pour vous et les informations qui sont absolument, les cibles qui sont absolument pour vous nécessaires à atteindre. Quatrième étape, vous créez un krach boursier chez le pays en question, ce qui crée une crise économique, ce qui crée un chômage de masse. Vous, par la suite ou en même temps, c'est selon, comme vous voulez, selon votre appétit, vous lancez des attaques des cyberattaques sur les réseaux Internet, même sur les réseaux électriques, carrément, quitte à ce qu'ils n'aient plus d'électricité, c'est encore mieux, hein, carrément. Et une fois que ça s'est bien fait, vous avez bien démoralisé le truc, vous mettez vos armées là où ça vous intéresse. Et donc, je crois que l'autre État aura du mal à réagir de manière adéquatement. La seule truc que je vais vous dire quand même, si vous voulez faire ce genre de petit jeu, si vous créez un truc, un krach boursier, assurez-vous que dans ce que vous faites, comme le monde est globalisé, c'est une table de billard. Assurez-vous que quand vous créez un krach boursier chez l'autre, vous ne vous retrouverez pas avec un krach boursier chez vous. Ça serait fâcheux. Deuxième cas, et là, effectivement, ça tombe bien parce que j'avais pensé à une histoire de ressources, et j'appelle ça la guerre post-impériale. Alors, vous créez une dépendance en matière première. Par exemple, vous importez tout le café, tout le cacao, tout l'or, tout l'argent. Éventuellement, vous n'avez pas forcément besoin. Ou alors, vous faites que vos alliés importent, vous arrangez comme vous voulez. Hein, vous créez une dépendance par rapport à leur machine économique. Après encore, on retrouve la partie financière. Vous manipulez les cours des matières premières pour faire tomber le cours de ces matières premières, donc pour qu'elles ne valent plus rien, ou enfin, la moitié de leur prix, par exemple. Vous proposez de venir en aide pour payer l'aide, donc on est bien dans la guerre d'aide économique. Et après, vous contrôlez les ressources et la politique étrangère de ce pays. Voilà. Et sur ces mots et sur cette stratégie machiavélique horrible, je termine donc ma présentation. Je ne suis pas comme ça dans la vie, hein, c'était juste pour la conférence. Merci beaucoup, Monsieur Huget. Donc, si vous voulez, on pourra passer déjà aux questions-réponses. Parfait. Donc, toute la salle, donc, la parole maintenant est à vous. À moi? À la salle. Ah oui, d'accord. Oui, moi, pardon. J'ai déjà assez parlé, moi. Ah, Dimitri, allez, on t'écoute. Super. Par rapport à les ressources, l'eau, Ouais. Ouais. vous pensez que ça va devenir, enfin, comment ça va se traduire du coup cette guerre pour l'eau dans les années futures? Bah, Vous déjà, avez une idée? comment ça se traduire exactement, je ne saurais pas trop le dire, mais tous les pays qui ont déjà aujourd'hui un stress hydrique important, vu qu'on est dans une phase de réchauffement climatique, vont se retrouver dans 20 ans dans une situation encore plus catastrophique. Je pense qu'en Afrique, on aura des problèmes fabuleux pour l'eau. Dans la partie, en tout cas, du Sahara ou pas loin du Sahara. Alors, je ne sais pas quelle solution on peut y apporter ou pourront y apporter, mais ce n'est pas simple parce que le problème, c'est que l'eau, on a partout. On se dit, c'est facile, l'eau, 70% du globe, c'est de l'eau. Le problème, c'est que c'est de l'eau salée. Et la désalinisation de l'eau, c'est un processus qui existe industriellement, mais qui coûte extrêmement cher. Donc, des pays comme Dubaï peuvent se le payer. OK, les Émirats peuvent payer, parfait.
L'Arabie Saoudite probablement, enfin aussi, mais les pays africains, c'est beaucoup moins sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on peut imaginer des conflits pour le contrôle des points d'eau, tout simplement. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne suis pas expert, mais il me semble qu'entre Israël et les Palestiniens, il y a des problèmes réels de répartition d'eau en territoire occupé et en Cisjordanie. Donc, c'est pas quelque chose de théorique. Hein. Alors, bien sûr, ça n'a pas affecté la Biélorussie ou la Russie, on est bien d'accord. Mais les pays qui sont déjà en stress hydrique, ça les a affectés. Ok, ça marche. Du coup, il faudrait commencer dès maintenant, enfin, à penser ces nouvelles problématiques Moi, il faudrait, par exemple, repenser. Alors, je ne sais pas encore là, c'est des aspects qui me dépassent un peu de tout ce qui est révolution verte, etc. Mais déjà, recommencer à planter des arbres, regagner du terrain par rapport au Sahara, des choses comme ça. Ça a du sens, vous savez, ça a du sens aujourd'hui d'investir là-dedans pour demain avoir l'eau suffisante. Bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. Monsieur, moi j'ai une question. Oui, allez-y. Merci. Du coup, dans la rubrique guerre non militaire, vous avez mentionné la fameuse guerre des ressources, mais finalement, quel moyen d'emploi pour s'emparer des ressources naturelles des autres pays? Alors, je regarde la guerre des ressources. Oui, alors je suis d'accord avec vous. On aurait pu la classer autrement. C'est-à-dire que si vous allez directement faire une guerre chez un pays pour obtenir son pétrole, c'est effectivement, ce ne serait pas bon de le mettre dans le non militaire. L'idée, je pense, qui était par ces deux stratèges, c'est de se dire qu'on peut capter les ressources dont notre adversaire a besoin. Rappelez-vous, vous êtes la partie histoire ou pas? Allô? Fatnazi, vous êtes de quelle filière, Fatnazi? De l'Université Paul Valéry. Infocom, information communication. D'accord. Parce que, rappelez-vous, peu de gens le savent, en tout cas les non-hystériens, le Japon est rentré en guerre face aux États-Unis en décembre 1941, parce que depuis plusieurs années, les Américains faisaient un blocus du pétrole en Asie du Sud-Est, qui passe par le détroit de Malacca, et donc les Japonais avaient des problèmes de ressources. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en guerre, c'était une sorte de guerre, un mélange entre une guerre de sanctions, même pas non, c'était une guerre purement de ressources, c'est-à-dire que les Américains, ou de sanctions, les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une guerre entre ces deux pays-là, mais j'interdis à mon concurrent stratégique d'avoir les ressources dont il a besoin pour se développer, normalement. Voilà, je crois que c'était l'idée essentiellement. Mais c'est une bonne question. D'accord, et j'ai une autre question aussi, désolée. Allez-y. Et du coup, les interventions étrangères, françaises, russes, américaines, britanniques, saoudiennes, qu'on qualifie qui sont censées finalement instaurer la paix et la démocratie ou voire lutter contre un dictateur quelconque dans certains pays, notamment les pays du Moyen-Orient, est-ce que finalement elles sont militaires de par les moyens que ces pays emploient, parfois des bombardements et des missiles, ou bien diplomatiques parce qu'elles s'inscrivent dans le cadre des relations internationales, comme par exemple l'invasion de l'Irak en 2003 par les États-Unis? D'accord. Aujourd'hui, la question, pour moi, est assez facile à trancher. D'abord, on commence par une guerre diplomatique, vous avez raison. Et puis, si ça ne marche pas au niveau diplomatique, on envoie l'armée, surtout les forces, au départ les bombardements et ensuite le débarquement. Donc, ça rentre bien dans le cadre d'une guerre conventionnelle, pour l'Irak. Alors, maintenant, vous m'avez posé la question, je vais vous y répondre. Moi, j'ai pas dans ma mémoire un seul conflit depuis 82 qui ait mené une démocratie où que ce soit. Mais pas. La dernière démocratie en date, pour moi, c'est l'Espagne, et c'est pas du tout grâce aux Américains, c'est en partie grâce aux Européens, mais c'est surtout grâce aux Espagnols, qui ont préféré eux-mêmes, après la mort de Franco, de devenir démocrates. Pour le reste,
L'Irak n'est pas une démocratie, la Serbie n'est pas une démocratie, l'Ukraine n'est pas une démocratie, le printemps arabe ne donnait aucune démocratie, tout ça, ça ne donnait aucune démocratie. C'est une catastrophe absolument sans nom, si c'est au nom de la démocratie. Si c'est au nom de, contrôler et donc de faire des guerres post-impériales, peut-être, et de se créer un propre marché pour ces marchands de bombes. Parce qu'évidemment, c'est pas tout de produire des bombes, il faut aussi les utiliser, parce que sinon, on n'a pas de quoi faire du business. Si c'est ça la rationale, l'argumentaire, oui, mais moi, je ne vois pas une seule démocratie. Et en plus, je vous dirais même, c'était impossible d'avoir une démocratie, puisque tout politologue sait que pour avoir une démocratie, vous avez forcément besoin d'une classe moyenne large. Si vous n'avez pas de classe moyenne large, vous n'aurez pas de démocratie. Et en plus, vous avez besoin une deuxième condition, vous avez besoin d'un pays qui soit passé par le siècle des Lumières, l'individualisme. Si vous n'avez pas ça, vous n'aurez pas de démocratie. Vous aurez peut-être une libéralisation. Les gens pourront voyager et s'enrichir, comme les Chinois, mais ce n'est pas ça la démocratie. Mais finalement, certaines interventions étrangères, elles sont faites, en tout cas, elles ont lieu pour instaurer la paix et la démocratie. C'est ce qu'ils ont dit. Non? C'est ce qu'ils ont dit. Moi, je ne les crois pas. On peut faire une connerie une fois, on peut faire une connerie 2 fois, mais 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et aucune démocratie, nulle part. Nulle part. Nulle part. Oui, il y a d'autres ambitions qui se cachent derrière ce fameux prétexte démocratique. C'est pour ça que moi, ça me laisse rêveur. Je dirais, même l'Ukraine, on aurait pu en faire une démocratie. C'est un pays occidental, donc perméable à l'individualisme, qui connaît les valeurs du siècle des Lumières. On aurait pu faire une démocratie. Ben, ce n'est pas une démocratie. C'est un pays corrompu et c'est un pays qui est semi-autoritaire. Voilà. Donc, on ne veut pas. À mon avis, c'est une grosse erreur. Hein. C'est une grosse erreur. Mais je ne fais que constater. Merci. De rien. Je voudrais vous poser une question aussi par rapport à toutes les typologies de guerre que vous avez données. Oui. D'après cet agencement très vaste de guerres très distinctes, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on vit perpétuellement en guerre et on sera toujours en guerre, soit d'une façon ou d'une autre, et que les relations interétatiques dans le monde contemporain seront toujours basées sur ces fondements de guerre? Oui, c'est une très bonne question. Alors, il y aura toujours des conflits entre les États, il y aura toujours des conflits entre les êtres humains. Mais vous serez d'accord que c'est mieux de se faire une guerre réglementaire que de se faire une vraie guerre, avec des vrais morts. Donc, ou se faire la guerre, entre guillemets, à l'OMC pour des taxes douanières et des subventions, c'est mieux comme ça que d'aller vraiment à coup de porte-avions et de chars. Donc, oui, il y aura toujours des conflits, oui, il y aura toujours des guerres. La question, c'est comment faire pour qu'elles soient les moins meurtrières possibles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire des relations internationales nous montre que, c'est pas tellement l'histoire, on voit qu'aujourd'hui, on est dans une contestation de l'hégémonie américaine par la Chine. Donc ça, c'est un facteur de chaos dans les relations internationales. On n'a pas vu, à une exception près, un pays qui ait laissé son hégémonie sans se battre à un autre pays. Ça n'existe pas, sauf dans le cas anglais, où l'Angleterre était totalement épuisée après la Seconde Guerre mondiale, et face aux États-Unis, n'ont pas pu simplement maintenir leur hégémonie de la livre et impérialiste aussi. Et puis, ils se sont dit, finalement, les Américains sont nos enfants, c'est pas si mal, ça reste dans la famille, quoi. Donc, à mon avis, on va au-devant d'un gros clash entre la Chine et les États-Unis, mais un gros clash militaire. Là,
Et probablement avec toutes ces nuances de guerre que j'ai vues, mais on verra des porte-avions en mer de Chine. Ouais. Mais parce que, Dans monsieur, les- là, je comprends ce que vous dites, mais par exemple, aussi, je ne suis pas totalement d'accord qu'il faut empêcher à n'importe quel prix une guerre militaire si c'est pour laisser faire une guerre contre la liberté ou une guerre idéologique ou l'hégémonie idéologique qui est en train de se propager dans le monde entier et qui est en train aussi d'anéantir des cultures, d'anéantir des libertés, d'anéantir des différents points de vue, etc. Jusqu'à quel point il faut vraiment repousser. Et je ne suis pas pour la guerre militaire, bien sûr que non. Mais j'ai l'impression que, par exemple, aujourd'hui, dans notre guerre Covid, etc., genre jusqu'à quel point on est capable de laisser faire à un État ou à un autre État de nous imposer une certaine mesure pour empêcher, je ne sais pas, bon, dans ce cas, c'est la diffusion du virus, mais dans un autre cas, genre la Chine, ils sont totalement contrôlés de partout, seulement, je sais pas, je sais pas si je me suis fait comprendre ou pas du tout, mais Mais est-ce que je peux, monsieur, si vous permettez, je vais un peu débattre avec elle et rentrer dans une discussion. Bah, je voudrais bien lui répondre une seconde d'abord. Et après, vous rentrez, ça vous va? Oui. Paloma, cada uno debe escoger sus guerras. Hein. Chacun doit choisir ses guerres. Moi, ce que je vous ai présenté, ce n'est pas les guerres qu'on doit accepter ou qu'on ne doit pas accepter. Moi, je vous ai montré la table de DJ. Après, à vous de vous positionner pour ce qui vous paraît être juste, la liberté ou l'infamie ou l'hégémonie illégitime ou l'autocratie ou au contraire la démocratie pourrie et corrompue. Ça, c'est votre travail, fait partie de la philosophie politique. On pourra en discuter d'ailleurs à une autre occasion, mais ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Moi, je vous ai présenté des instruments. Après, comment vous souhaitez les utiliser, il y a tout, hein, comme tu veux. Hein. d'accord, merci beaucoup. Zachary, tu as voulu intervenir? Oui, enfin, j'ai compris ce que monsieur voulait dire. Du coup, moi, j'ai une petite question par rapport à des guerres, les typologies de guerres que vous aviez fait. Oui, Et si on fait allusion aujourd'hui à la politique de la Chine, oui, avec la construction des nouvelles routes de soie, vous oui. pensez que est-ce que c'est plutôt une guerre économique ou une guerre commerciale? Oui, c'est une bonne question. Je dirais, il faut peut-être le mettre dans les deux cas. Moi, je pense qu'effectivement, les deux sont liés. De toute façon, hein. La guerre économique, l'idée de ces routes-là, c'est de faire que la Chine soit encore plus proche de ses marchés, qu'elle puisse encore livrer ses produits plus vite, plus rapide, moins cher. Finalement, c'est un projet tout à fait légitime de la part de la Chine. Maintenant, il faut voir de notre côté jusqu'à quel point ça ne crée pas des indépendances qui seraient trop fortes. Et est-ce qu'on doit rester tel qu'on est avec la Chine? Est-ce qu'il faut réduire notre exposition? Ça, ce sont des questions très importantes et je vous assure qu'on se les pose souvent au ministère de l'économie et des affaires étrangères en France et en Europe, on se pose ces questions. Que faire avec la Chine? C'est une vraie question. Merci. Moi, j'ai une question aussi, désolée. Oui, vous Euh, êtes Fatnassi. Oui, Ouais. Fatnassi Zaineb. Du coup, je voulais poser une question. Est-ce que c'est seulement la hiérarchie qui peut exister entre les différentes nations, pays développés, pays sous-développés, pays émergents ou les Américains avec leur statut de gendarme du monde, qui est à l'origine de la nature de la décision qu'on va prendre pour régler nos comptes ou pour essayer d'apaiser les tensions avec les autres pays? Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si je peux me permettre de le dire comme ça, les Américains, ils n'ont pas parlé la même langue avec l'Irak de Saddam Hussein que la Chine de Xi Jinping.
Et Oui. pourtant, les relations entre les deux pays ne semblent pas être, elles sont pas très harmonieuses, quoi. Entre la Chine et l'Irak aujourd'hui? Non, entre les États-Unis et la Chine. Ah ben, de toute façon, c'est un peu triste à dire, ce que je vous disais de début de la cour d'école. Si vous avez un différend avec un petit, ben, vous pouvez prendre votre bâton et taper dessus. Si vous avez un différend avec un plus grand que vous, ben, le bâton, vous allez le garder dans votre poche. Et à un moment, les Américains ne se permettent pas d'agir contre les Chinois comme ils agissent avec l'Irak, mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas de moralité dans les relations internationales. C'est des relations de force et de faiblesse. Alors, tous les pays ne sont même pas logés à la même enseigne dans cette hiérarchie parce que la Russie, qui économiquement est assez modeste, finalement jouit d'une géographie tellement fabuleuse et de ressources en gaz et en pétrole qui fait qu'elle joue dans une ligue qui n'est pas celle à laquelle on aurait pu attendre. Donc, ce n'est pas que la taille. Vous avez vu, ça dépend aussi de votre technologiquement. C'est-à-dire que vous avez des pays qui technologiquement font très très fort. Un pays qui a quelques millions d'habitants et qui fait très fort, c'est Israël. Israël est un pays extrêmement technologiquement extrêmement avancé. Vous avez des pays comme Singapour aussi qui tirent leur carte du jeu. Donc il n'y a pas forcément que pour les gros États. Il y a aussi des niches pour les petits États. Mais maintenant, c'est vrai que si vous voulez définir un peu les relations internationales pour les 50 ans qui viennent, l'axe principal, c'est Washington-Pékin. Et tout le monde doit trouver sa place entre Washington et Pékin. C'est comme ça. Ça, ce sera un invariant. Et est-ce que les Chinois, un jour, ils peuvent devenir à leur tour les gendarmes du monde? Bien sûr. Bien sûr, ils sont en train de le devenir tranquillement. En Afrique, ça fait longtemps qu'ils ont délogé les Français de leur piédestal. En Asie du Sud-Est, ils n'ont pas que des amis, mais ils ont aussi beaucoup de relais économiques. En Russie, avec la Russie, la relation est très forte, même s'elle n'est pas exempte de contradictions et d'ambiguïté. Oui, si vous voulez, la Terre a une taille finie. Si la Chine grossit, il faut bien qu'ailleurs, ça se rétrécisse. Elle grossit plus, je parle de différentiel avec les autres. Oui, enfin, la gendarme du monde, je ne sais pas si elle va aller jusqu'à gendarme du monde, mais gendarme de la mer de Chine, c'est tout à fait probable. Et même si elle perdait un conflit militaire avec les États-Unis dans cette zone-là, ce qui est loin d'être sûr, parce que les États-Unis sont très très loin logistiquement, et les Chinois sont très très bien organisés, et ils ont un modèle de défense pour envahir Taïwan assez bien. Même s'ils perdaient, finalement, la Chine est une puissance continentale, avec ses routes de la soie, avec les relations avec la Russie, ce ne serait pas la fin de la Chine du tout. Par contre, ce que moi je vois, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de sortir d'un monde multipolaire et on est en train de revenir à un monde bipolaire. Et ça parce que les États-Unis le veulent. Les États-Unis sont en train de perdre la course à l'hégémonie mondiale avec les règles multipolaires. Et donc, ils tirent à boulet rouge sur Pékin et sur Moscou en essayant de créer un nouvel axe du mal pour que le monde soit totalement bipolarisé et donc que l'Europe soit obligée de s'aligner sur les États-Unis, qu'une grande partie de l'Asie aussi fasse de même et que la Chine, bon, on récolte quelques États en Amérique du Sud, en Afrique et aussi en Russie, mais avec l'idée que si on fait ça, si on rentre dans cette phase-là, c'est ce que j'imagine, eh bien on rentre dans une ère de déglobalisation où la Chine perd son exposition internationale, les gens vont de moins en moins investir en Chine et en tout cas de moins en moins investir dans les technologies, la croissance chinoise baissera et on réindustrialisera probablement l'Europe et probablement le proche Europe comme le Maghreb, qu'il est urgent de stabiliser si on ne veut pas que nos États amis du Maghreb se fassent totalement envahir aussi par
une quantité incroyable d'immigrés subsahariens qui rendraient leur État peu viable. Voilà un peu là on se trouve. Donc finalement, l'avenir qu'on va peut-être vivre avec la Chine, il ne sera pas particulièrement harmonieux, quoi. Ce sera toujours un rapport de force, Non, non. Tant que le rang entre les États-Unis et la Chine ne sera pas une fois pour toutes établi, et qu'on n'aura pas une Pax, on a une Pax Americana et qu'on a une Pax Kitayana ou Chinesa, on aura des problèmes, bien sûr. Tout à fait. Merci. Encore des questions? Oui, bonjour, si je peux me permettre, j'aimerais rebondir sur ce que quand vous avez parlé de Sun Tzu et de Clausewitz au début. Ouais. Comment je vois les choses, c'est que on est passé avant 45 d'un monde où les idées de Clausewitz avaient tendance à s'imposer par rapport à la guerre totale, par rapport aux vues de Sun Tzu, et que avec l'invention de la bombe atomique et l'inviabilité d'une guerre directe et frontale qui ne peut plus arriver entre les grandes puissances, en fait, on reviendrait ce serait une sorte de révolution au sens astronomique du terme, où on retournerait en quelque sorte à la philosophie guerrière, si je peux dire, de Sun Tzu, en diversifiant encore plus, grâce à la mondialisation, les moyens de guerre. C'est ma thèse. C'est pas seulement ma thèse, c'est la thèse que je défends. Ouais. D'accord, merci. Juste, dites-moi, c'est qui votre général, votre avatar? Ça m'intrigue depuis le début. Auguste von Mackensen, un maréchal de la Première Guerre mondiale, maréchal allemand. Mackensen. Il a fait quoi comme bataille? Il est responsable, entre autres, de la contre-offensive début 1915 sur le front de l'Est. Et à la fin de la guerre, il était responsable du front sud des armées germano-austro-hongroises. D'accord. Ok, super, intéressant. Alors? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait classer la crise Covid dans une guerre, comment vous avez dit, biochimique? Biochimique, c'est super intéressant. Si on arrivait à la conclusion inébranlable que ou bien l'État chinois est derrière, ce qui apparemment, ce qui est pas dans les cartes, les gens ont peur de dire ça, ou qui est une sorte de secte de scientifiques un peu fous, ou simplement des gens qui aiment l'environnement, qui se disent on a une solution. Oui, ça serait classable. Ouais. Pour l'instant, je le classe dans un accident biochimique, si vous voulez. Mais, si vous voulez, le problème de la guerre ou du conflit suppose un sujet quand même. Il y a quand même une volonté d'un sujet de faire du mal. Si cette volonté est absente, on peut difficilement la classer. C'est ça que je veux dire. Est-ce que j'ai été clair? Oui, merci. Mais du coup, ma question qui est derrière aussi, c'est que finalement, l'ennemi est invisible et il vient toucher un peu tout le monde de façon différente en fonction de différents paramètres. Mais je me pose la question, comment ça vient bouger ou pas les typologies des guerres? Dans ce que je vous ai donné dans les 24, j'avais commencé par faire cette conférence en les classant par visible et invisible, pour vous être tout à fait honnête. Puis après, je me suis dit, j'ai trouvé ça un petit peu, la classification un petit peu artificielle, parce que finalement, une bonne guerre, enfin, une bonne bataille, une bonne stratégie, il va forcément être cachée à l'adversaire. Donc, j'ai pas persisté dans l'idée de visible et invisible, mais effectivement, vous pouvez vous amuser à regarder cette typologie-là, à vous poser la question qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui n'est pas visible, notamment le renseignement est invisible, il y a des choses qui sont clairement invisibles. Voilà.
Maintenant, voilà, je ne sais pas ce que je peux vous répondre de plus par rapport à cette question. Merci. Encore des questions, n'hésitez pas. Moi, j'avais une autre question. Allez-y. Je voulais savoir, est-ce que le fait que les guerres actuelles sont justement plus, enfin, qu'on accepte que les guerres soient moins meurtrières qu'avant, Oui. qu'est-ce qui a amené à enfin, à cette redéfinition des guerres, en fait? Est-ce que c'est le côté meurtrier, justement, qu'on ne voulait plus voir tous ces morts, ou est-ce qu'il y a vraiment eu un autre facteur ou un autre élément extérieur qui a permis la modification de ces guerres-là et à en créer de nouvelles et de nouvelles sortes? C'est une excellente question. Je répondrai en deux phases, deux temps. Premier temps, c'est ce que je disais avant sur la guerre nucléaire qui a rendu la guerre totale absolument impensable. Et la deuxième, c'est aussi, ça rentre dans le gros traumatisme américain de la guerre du Vietnam, qui a fait beaucoup de morts, énormément de morts du côté vietnamien, on parle de plusieurs millions de morts, et près de 56 000 morts du côté américain, mais qui, dans le contexte démocratique, était absolument énorme, perçu en tout cas comme énorme. Et la révolution dans les affaires militaires américaines, c'est on va faire de toute technologie qui est le zéro mort. Alors, bien évidemment, au départ, zéro mort, c'est zéro mort chez nous. Les autres, un peu. Mais la technologie aidant, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire des trucs de plus en plus précis, des missiles guidés de plus en plus précis, des trucs pour aller sur des bunkers de plus en plus profonds, et que finalement, plutôt que d'arroser n'importe où, avec des résultats aléatoires, bons, mais il fallait mettre vraiment le paquet, et bien que la précision des armes, notamment des armes aéroportées, bien évidemment, faisait qu'on pouvait rendre donc des choses, des objectifs très précis, donc faire peu de morts chez les autres et peu de morts et encore moins chez nous. Mais je rajouterais à ma ça que je ne veux pas non plus totalement être naïf là-dessus, parce que même si c'est le cas, dans une guerre comme l'Irak, une fois que les États-Unis ont occupé l'Irak, le pays était totalement désorganisé, privé d'eau, privé de gaz, privé d'électricité, privé de tout un tas de ressources, etc. On estime quand même de manière indirecte, directe ou indirecte, à 500 000 morts irakiens. Donc, ce n'est pas non plus zéro mort, c'est ça que je veux dire. Mais oui, si on compare à la Seconde Guerre mondiale, oui, si on compare au Vietnam, oui, si on compare à la Corée, c'est beaucoup moins de morts. Je suis d'accord. C'est une bonne question. Il faut réinventer la technologie pour réinventer la guerre, quoi, du coup. Bah là, ce que disent ces stratèges chinois, c'est finalement la technologie qui nous fait réinventer la guerre. C'est-à-dire que c'est pas nous qui réinventons la guerre, c'est parce que quelque chose, une technologie apparaît, elle s'intègre. Notamment, si vous prenez le cas des avions, c'est quand même, ça a été inventé début des années 1900, et puis après, c'était employé par la reconnaissance, et en 1915, déjà, c'était des chasseurs, et en 1916, c'était des mini-bombardiers. Enfin, ça portait une petite bombe de rien du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la technologie qui rend possible ces… Oui, c'est comme avec les drones, quoi. Enfin, Voilà. dans le même délire. Tout à fait, même délire que les drones. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Okay. J'ai vu que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a voulu intervenir. Je ne sais pas si vous voulez encore poser votre question. Il nous reste en fait à peu près 6 minutes. On a prévu de finir à 19h30. Oui, exactement. Je viens de vous envoyer notre chaîne YouTube. On fait la conférence et ensuite, dans quelques jours, vous allez la revoir sur notre chaîne. Donc, ce sera bien enregistré. Est-ce que vous prévoyez de refaire encore une conférence avec nous ou pas? Oui, ça sera la perspective sur la diplomatie russe et je serai accompagné par Carole Grimaud-Potter en avril quelque part. Ce sera une conférence de débat avec 2 intervenants du coup. Super. Voilà.
Allez, une dernière question pour la route. Allez-y. Alissa, vous êtes préposée aux questions si personne n'en pose. Oui, pour l'instant, dans le chat, je vois aucune question. Ah, pour la prochaine visioconférence, vous allez avoir le lien plus tard. Une semaine en avance, normalement. Moi, j'ai une dernière question, à la limite, si personne n'en pose. Allez, Quelle serait, enfin, de nos jours, la guerre la plus coûteuse ou la plus difficile à mener au vu de notre 21e siècle, par exemple? Parmi toutes les guerres qu'on a pu voir, quelle serait la plus difficile à mettre en place en quelque sorte? je ne sais pas comment vous répondre là, s'il faut répondre par difficulté au niveau des instruments, mais là, il faudrait regarder tous les instruments encore une fois et se refaire un scénario, ou la plus coûteuse, la plus coûteuse, moi je pensais aux deux grandes puissances, je pensais aux États-Unis et à la Chine. C'est là où Ouais, ça va toujours à l'axe Washington-Pékin, du coup. moi je vois comme ça, c'est ça qui définit notre monde. Donc, Ouais, actuellement. ce qui se passe là, ça ne nous définit plus. Par exemple, si l'Argentine était en conflit avec le Chili, bon, ça nous affecte. Oui, c'est pas aussi impactant mondialement que Mais parce l'Amérique et qu'en la plus, parce qu'ils sont plus, on est globalisé, c'est-à-dire qu'il y a des impacts économiques probables. Oui, Sur les Chinois, ont à peu près 30% de la dette américaine. Le problème, c'est ça, c'est aussi l'interdépendance financière et économique. Comment ça impacterait le monde? Ça impacterait complètement nos importations, nos exportations, notre croissance, etc. et je suppose qu'on ne pourrait pas du coup se désolidariser de tout ça, par exemple, enfin, arborer une position neutre face à cette guerre-là. Par exemple, la France ou les pays de l'Europe, etc., ils ne pourraient pas ne pas prendre parti, par exemple. bah, Je suppose. les États-Unis chercheraient à nous faire rentrer dedans de De force. force, ouais. Moi, je me rappelle simplement que pendant la guerre 39-45, Hitler était très connu des Américains et Roosevelt n'est pas rentré avant de se faire attaquer en 41. Donc, c'est pas automatique pour moi. Ok. Surtout qu'on n'a pas de capacité de projection aussi lointaine et ça serait dégarnir beaucoup notre flanc sud. Je ne sais pas. Peut-être un support diplomatique et commercial, oui, probablement. Un support militaire, peut-être envoyer des légionnaires, mais comme ça a été fait en Corée, par exemple. Difficile à savoir exactement. Mais plus le monde sera bipolarisé et plus on sera effectivement de la partie. Ouais, c'est ça qui fait peur, en fait. C'est vraiment la nouvelle bipolarisation, quoi. Oui, ça c'est clair. Ça c'est tout à fait clair. Merci pour votre question. Merci à vous. Il y a 50 messages sur le chat. Juste, je voulais vous poser une question très simple. Quels sont vos liens avec la Russie, vous? Je vois que vous parlez russe, etc. Vous avez travaillé avec ça? Alors, j'ai commencé, j'ai été directeur industriel chez Airbus en Russie pendant quelques années. Je travaillais avec des fournisseurs russes en Sibérie, aussi dans l'Oural et dans le sud de la Russie. Ensuite, bon, il se trouve que j'ai travaillé pour une entreprise russe d'aluminium basée en Suisse, mais j'étais dans des équipes totalement russophones. Et aujourd'hui, je travaille avec un think tank russe qui se trouve dans le sud de la Russie, près de Krasnodar. Et bon, la langue russe, c'est 20 ans que je parle russe tous les jours. Donc, à force, ça rentre un petit peu. Ce n'est pas la langue la plus facile, mais elle est très jolie, donc ça compense.
Bon, je pense qu'on a déjà posé toutes les questions. Il est 19h30, c'est le temps de Parfait. terminer. Parfait. Je vous remercie vraiment, Monsieur Huget, pour encore cette fois-ci une conférence très riche et très intense. Et merci à tous les étudiants pour vos débats vraiment vifs. Et je vous souhaite à toutes et à tous très bonne soirée. Et nous nous retrouvons normalement au mois d'avril pour notre prochaine conférence, qui sera en format débat-conférence avec Monsieur Huget et Carole Grimaud-Potter. Donc, vous pouvez retrouver toutes nos conférences sur notre chaîne YouTube, ensuite suivre nos activités sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Donc, n'hésitez pas surtout à nous écrire. On vous reprendra avec grand plaisir. Merci vraiment de nous soutenir pour cette crise, en fait, dans cette crise sanitaire, parce qu'on s'inscrit vraiment dans cette démarche pédagogique où on essaie de donner cette possibilité aux étudiants de voir ces conférences gratuites. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous tous. Passez une bonne soirée. À bientôt. De même. Merci beaucoup, Monsieur Au revoir. Huget. Au revoir. До свидания.